Allez, ça tourne. Eh bien bonjour pour cette troisième émission de Siave et Piment. Vous qui nous suivez, vous avez toujours vous remarquez qu'on n'a toujours pas de Siave et Piment à table, hein, mais ça reste le concept, le concept convivial. Mais évidemment, à l'heure qu'il est, il est quoi? On est mardi matin au quai Gilbert à Saint-Paul et on va commenter ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment évidemment les élections. Alors a priori, on est plus détendu qu'on ne l'imaginait. Comment chacun d'entre nous a vécu la soirée électorale? Peut-être que... Oula, grosse erreur, j'ai pas présenté, on connaît Jean, on connaît Jean, on connaît Franck, on connaît Philippe qui est derrière la caméra, qui apparaîtra peut-être à un moment donné, mais on connaît moins Eric. Bonjour Franck. Ok, je le prends. Eric Ismaël, je suis président du comité Pangar, comité de défense des intérêts réunionnais. Et bon, je vais essayer de donner un petit peu l'avis du Réunionnais de base face à cette élection. Vas-y, ouais. Alors, on y va? Ouais, on y va, c'est parti. Comment on a vécu cette soirée électorale de dimanche? On s'attendait... Comment on a vécu cette soirée électorale de dimanche? Et oui, hein, on est pro, semi-pro. On attendait un raz-de-marée Rassemblement National et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Écoute, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment dans le jeu de la politique politicienne. La population s'est rendue relativement massivement aux urnes. Je dis relativement parce qu'on est quand même loin d'atteindre des niveaux comme on a pu en connaître dans les années 80. Mais malgré tout, elle n'est pas entendue. Parce que sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, Rassemblement National, le Front Populaire ou quoi que ce soit, il y a une manifestation populaire de masse pour un changement. Ça a été, à mon sens, ce n'est que mon sens, une volonté de renverser Macron par un vote Rassemblement National sur la totalité du territoire français. Et au final, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Ce qui fait que je crains que la volonté populaire ne soit pas véritablement entendue par le jeu des alliances politiques quelque part contre nature. Voilà. Oui, c'est une vaste question. Hein, que penser du résultat des législatives, dans quelle situation nous sommes? Sur l'instant T, le dimanche soir, forcément, pour celles et ceux qui ne voulaient pas du RN, quelque part, c'était juste un moment de joie. De se dire qu'effectivement, il n'aurait ni majorité relative, ni majorité absolue, et qu'ils arrivaient dernier, troisième. Donc ça, c'était le motif de satisfaction. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Eric. Le motif d'insatisfaction, c'est qu'avec ce mode de représentation électif, avec ces deux tours uninominaux, on se retrouve dans une situation très paradoxale, avec un camp présidentiel qui était fortement minoritaire, qui arrivait troisième aux européennes, troisième au premier tour des législatives, et qui finalement fait quasi jeu égal avec le nouveau Front Populaire. Ça, c'est quand même une surprise, entre guillemets. Le nouveau Front Populaire qui aujourd'hui n'a pas non plus de majorité, ni relative, ni autre, à part de s'externaliser en prenant des macronistes avec eux, qui veulent eux-mêmes pas travailler avec... non mais c'est ça, c'est la réalité. Hein. Donc au final, le seul champ qui apparaît aujourd'hui faisable, ce serait un champ macroniste, élargi LR, élargi PS, élargi peut-être des écolos, sachant que même là, peut-être qu'ils n'arriveraient pas à la majorité. Donc pour moi, ce qui serait souhaitable, c'est tout simplement que le président prenne acte de sa défaite, c'est-à-dire de dire les gens ne veulent plus on va dire des réformes macronistes, tout simplement. Ils l'ont dit aux européennes, ils l'ont dit au premier tour, ils l'ont quand même redit quelque part au deuxième tour, puisque Macron n'a ni majorité relative, ni majorité absolue. Donc, ça a été dit. Donc, je pense que si le centre, entre guillemets, pour l'instant, c'est fini, et si on ne veut pas d'extrême droite, qu'est-ce qui reste? Il reste à gauche. Donc, à mon sens, la seule solution envisageable aujourd'hui, c'est de laisser les manettes à la gauche et de voir quel serait leur champ d'action possible, les élargissements possibles sur certaines lois, afin surtout, là je terminerai par là, de modifier, on va dire, la pensée de l'électeur pour que l'électeur, enfin, soit satisfait par aussi des réformes plus sociales et des réformes qui lui feront aller mieux et qui lui donneront d'espoir pour demain. Et ça fera diminuer mécaniquement aussi la colère qui fait voter RN.
Moi, je vais m'arrêter sur une note positive, comme j'ai été le pessimiste des deux précédentes émissions, où je voyais la vague monter, et je pense qu'elle monte réellement. Il y a une vraie colère, et puis qui se cristallisait sur le vote Rassemblement national. Ça a été une surprise au niveau national et au niveau réunionnais, de voir qu'en fait le Front populaire a retrouvé vigueur, quoi, hein. Les scores se sont considérablement améliorés, autant en valeur absolue que en pourcentage dans la plupart des circonscriptions. Les Naillet, Lebon, Kerbidi ont été mieux élus qu'ils ne l'avaient été en 2022. Frédéric Maillot aussi, me semble-t-il, malgré quelques vents contraires. Pour Jean-Luc Gratenon, c'était Perceval Gaillard aussi, très bien élu. Alors qu'on pouvait s'attendre dans la 7e circonscription à un Jean-Luc Poudroux, qui a quand même une certaine notoriété, qui soit quand même plus près. Et finalement, ça n'a pas marché. Ah oui, à noter aussi, les Jean-Luc Poudroux et Jean-Jacques Morel, bah, ça n'a pas pris la greffe. Ils ont tenté le coup de venir au Rassemblement national, et ils ont déçu, je pense, une partie de leur électorat d'origine, parce qu'ils font pas les scores qu'ils pouvaient attendre avec leur électorat. Ils se sont fâchés avec une partie de leur électorat, je pense. Donc ça prend pas encore la greffe. Ça, c'est un premier signe qui montre que le Réunionnais est quand même méfiant vis-à-vis de ce truc Rassemblement national. Ça sert en effet à un moment donné à exprimer quelque chose de fort, une détresse importante, mais c'est pas gagné pour eux, quoi, hein. Et puis Jean-Luc Gratenon, lui, ça a été un petit peu plus litigieux, mais je pense que là, c'est un peu l'aspect peut-être secondaire de cette élection. À mon avis, c'était d'abord un enjeu national sur les idées, et d'un point de vue secondaire, il y avait des enjeux locaux. Ratenon a failli perdre à cause de Saint-Benoît, qui n'a pas forcément très bien joué le jeu pour l'union de la gauche, quoi. Voilà ce que j'ai retenu de cette élection-là. Maintenant, c'est ce que tu commençais à dire. Qu'est-ce qu'on attend de cette Assemblée nationale, notamment quand on est réunionnais, quoi? Alors honnêtement, il faudrait être devin pour savoir ce qui pourrait se passer dans cette Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale va voter les lois du gouvernement, et qui va être à la tête du gouvernement. On est incapable aujourd'hui de dire, alors que normalement, lorsqu'il y a une échéance comme ça, on connaît qui va être pressenti. On parlait de Bardella. Avait-il l'étoffe ou pas à 28 ans d'assurer ce rôle-là? Bon, maintenant, on ne parle plus de Bardella, c'est plus le... On a dit Mélenchon, mais Mélenchon ne fait pas l'unanimité. La France insoumise, quelque part, elle est minoritaire dans son camp. Et tout à l'heure, hors micro, les copains disaient que tout le monde a perdu. Moi, je dis tout le monde a gagné, parce que la France insoumise est contente, elle a gagné. Le PS, qui était moribond, eh bien, ils ont gagné. Ah, ils sont redevenus une vraie force politique. Macron, bah, il a gagné, parce que c'est lui qui a décidé de dissoudre l'Assemblée, et puis quelque part, en étant le deuxième homme maintenant plutôt que le dernier, a priori au début des élections, c'est lui qui est le maître des clés et qui va distribuer les rôles. Le Rassemblement national a montré qu'il était une véritable force politique maintenant à l'Assemblée. C'est d'ailleurs le seul parti qui réunit autant de députés qui vont, à mon sens, voter comme un seul homme, ce qui ne va pas du tout être le cas du nouveau Front populaire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment le mariage de la carpe et du lapin. Et ce mariage était un mariage de circonstances. C'est quand même pas normal qu'une femme comme Elisabeth Borne ait été élue Miss 49.3, je ne pense pas que ce soit une réelle volonté populaire. Il y a eu effectivement des compromissions qui ont fait que des gens, Darmanin, qui n'auraient jamais dû être élus, ont été élus. Et à La Réunion, on a bien vu qu'il y a eu un premier tour violent Rassemblement national, mais le premier tour, ce n'est pas le second tour. Il y a toujours un vote... je dirais de cœur quelque part, sans être obligatoirement de conviction, hein, dans un premier tour. Et puis au second tour, par contre, là, le choix devient plus raisonnable. Et le fait qu'il y ait vraiment 3 groupes politiques majeurs au niveau de l'Assemblée, ben, qu'est-ce qui va en sortir de ça? Absolument rien, à mon sens. On va partir sur une fin de mandat de Macron qui va être morose.
il n'y a personne qui serait capable de faire un programme ambitieux pour la population française. C'est-à-dire qu'il y a eu un enchaînement de mesures qui ont été énoncées dans les programmes qui ne viendront jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aura motion de censure sur motion de censure. Donc, ce qui veut dire que la solution la plus raisonnable, c'est qu'il y ait un Premier ministre mou qui fasse globalement consensus et qui va surtout pas faire la révolution jusqu'à les futures élections présidentielles. Donc, qu'attendre de ces élections? Ben rien, rien. Parce qu'il y aurait véritablement un projet ambitieux pour la Réunion, porté par les députés réunionnais. Il n'y a quasiment aucune chance que ce projet soit d'une part porté par le nouveau Front populaire, et d'autre part, quand bien même serait-il porté, qu'il soit véritablement traduit dans un vote au niveau de l'Assemblée et qu'il y ait une véritable révolution pour la Réunion. Non, franchement, je crois que en fait, on attend les futures élections présidentielles. Oh, je partage d'un point de vue assez global ce que tu viens de dire. Par contre, je mettrais juste une différence, c'est que je pense que ça n'attendra pas les élections présidentielles. Je pense qu'on va plus aller vers les prochaines législatives, avec sûrement une future dissolution dans un an. Voilà. On n'attendra pas les prochaines, parce que là, on va se retrouver effectivement dans une situation, d'une façon ou d'une autre, de blocage, quelle qu'elle soit, ce sera du blocage. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, aucun des groupes politiques ou des partis politiques n'a intérêt à ce que ça marche. Aucun. Parce que si ça commençait à fonctionner comme ça voudrait dire que devoir, sur les prochaines élections, être associé aussi avec des membres de sa coalition. Or, si tu veux le pouvoir, tu vas pouvoir prendre le pouvoir sans les membres de la coalition. Donc, la logique institutionnelle telle qu'elle est faite aujourd'hui fait que ça donne la primeur aux partis. Et très clairement, tu as dit tout le monde a gagné, mais en réalité, tout le monde commence à placer ses billes en vue de futures élections. C'est ça la réalité. Donc à droite, on voit très bien avec notamment Édouard Philippe et d'autres que ça commence à se positionner non seulement pour la présidentielle, mais déjà en tant que force entre guillemets d'accompagnement ou d'opposition. À gauche, tous les partis sont dans ce jeu-là. Honnêtement, je vois pas d'issue particulière possible. Moi, le blocage, quand on pense comme négatif, moi je le trouve comme positif. Pour moi, le blocage, il est positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que le pays a été maltraité pendant tellement d'années qu'il a besoin de respirer. C'est un petit peu comme en sport. Tu es dans la difficulté, tu te fais mal, etc. De temps en temps, s'arrêter, ça fait du bien. Là, peut-être que ce moment de pause, ce moment de respiration, fera du bien à tout le monde. Peut aussi apaiser les esprits. Et quelque part, que les partis politiques jouent leur jeu de se dire on se positionne pour les futures élections, ça va peut-être permettre d'avoir un peu plus que 15 jours pour travailler sur des programmes, travailler sur, on va dire, un programme ou individuel par parti ou collectif, et peut-être porter quelque chose de plus rigoureux, de plus juste et de plus compréhensible par les électeurs. Donc moi, je vois ce phénomène de blocage comme étant potentiellement ce moment de respiration, ce moment de se retrouver un petit peu dans un temps non défini par des réformes, et tout simplement de commencer à s'envisager l'avenir. Ce qu'on n'a pas pu faire depuis des années, où on n'a fait que subir. Et quand je dis on, c'est collectivement la société. Parce que en gros, de toute façon, si les gens ont massivement voté à gauche et massivement voté RN, c'est d'abord par anti-macronisme. Donc c'est bien un ras-le-bol. Moi, je vais faire un petit clin d'œil à l'histoire. Quand toi, Eric, tu parlais d'un Premier ministre mou, moi, je rêve d'un Premier ministre qui ne soit pas forcément mou, mais qui soit un peu consensuel. Alors, est-ce que d'être de la France insoumise, ça le rendrait consensuel? C'est peut-être un handicap vis-à-vis de la vision qu'ont les gens de la France insoumise. Mais, et puis surtout un clin d'œil à la Réunion, quoi. Mélenchon, sur France 2, il a dit je ne me présente pas comme Premier ministre. Et il y a la France insoumise, qui reste la première force du pays, des personnalités qui ont la stature d'être Premier ministre. Et il a cité, et là ça nous rend honneur à la Réunion, il a cité Younous Omarjee. Et pourquoi pas, Younous Omarjee, c'est un homme de consensus, de discussion dans la commission régionale de l'Union européenne. On aurait
un homme comme ça, Premier ministre, bah, pourquoi pas, on rentrerait dans cette période d'apaisement où, bah oui, on fera pas des réformes spectaculaires, on n'arrivera peut-être pas à passer le SMIC à 1600 euros, mais au moins on fait une pause. Et puis, au-delà de la pause, j'attendais déjà, moi, de la première législative de 2022, que les hommes politiques et les femmes politiques arrivent à soigner une grosse difficulté qu'ils ont, c'est de retrouver dans leurs oreilles, pas la composante de la Réunion, hein, mais leurs oreilles, hein, leurs organes qui leur servent à écouter la population, quoi. Et j'attendais qu'ils s'écoutent les uns les autres en se disant ah bah super, puisque ensemble, qui s'appelait pas ensemble à l'époque, ça s'appelait Renaissance ou En Marche, enfin, je sais pas, il a changé de nom plusieurs fois ce parti-là, n'avait pas une majorité absolue, bah, qu'ils écoutent les autres et puis qu'on négocie chaque loi. Et je me dis qu'avec une assemblée qui ressemble à ce qu'on avait pu avoir dans la 4ème République, avec la proportionnelle, où personne n'a la majorité, bah, on apprend à s'écouter. Et c'est peut-être ça. Pourquoi les politiques n'arriveraient pas à faire ce que nous, on fait dans les associations? S'écouter les uns les autres, se dire ah bah toi t'es pas d'accord pour faire ça, bah ok on le fait pas, on va choisir la voie du milieu. On attend ça et peut-être aussi c'est ce que la population attend aussi. Oui, je vais passer la parole à Philippe qui est de l'autre côté de la caméra. Oui, allô, bonjour. Eh bien, moi, au contraire de mes camarades, je pense que pour contrer l'extrême droite, il faut en donner un petit peu aux électeurs, fût-il d'extrême droite. Et si on n'améliore pas la vie des gens, c'est sûr que la prochaine fois, ils vont passer, quoi. Et je vois que je vois que des mesures de gauche pour arriver à ça. Voilà. Ouais, mais déjà d'abroger la réforme du chômage, qui était une mesure particulièrement libérale, c'est déjà une première étape. Et peut-être qu'on va arriver à abroger aussi la loi sur les retraites. Peut-être qu'on n'arrivera pas à redescendre au niveau qu'on était, mais déjà, tu places le curseur un petit peu plus côté gauche, quoi. Ça peut faire avancer les choses. Mais bon, je vais pas reprendre la parole après l'avoir déjà eu. Je la rends à Eric, qui peut-être peut nous dire comment il le ressent au niveau de... On dit la Réunion attend quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle attend, la Réunion? J'aimerais croire ce que tu dis Ouais. quand tu dis qu'on va connaître une période de pause et d'accalmie. En fait, on est vraiment dans le cœur du cyclone. Et on croit avoir passé le pire, mais en fait, il y a un mur devant nous. La population a voté massivement contre Macron. Ça, c'est un fait. Ça, il faut qu'il l'entende. Il l'entendra pas, parce que ce gars-là n'entend rien. Il est à la tête, il est là et il y reste. Espérer une démission de sa part, c'est pas vrai. Il a même refusé la démission de Gabriel Attal, qui était obligé de la déposer, sachant très bien qu'elle allait être refusée. Et quand on parle de gérer les affaires courantes, c'est pas une semaine. C'est qu'en fait, Gabriel Attal est encore là pour quelques mois. Et en quelques mois, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Quelques mois ou quelques semaines, mais on a vu comment il nous mène à marche forcée. Donc, qu'est-ce qu'il a encore derrière la tête? J'en sais rien. Mais c'est un gars qui est complètement imprévisible, ce président de la République. Il n'écoute pas la population, il n'écoute pas l'Assemblée nationale, il n'écoute même pas ses ministres. Il est omniprésent sur tous les plans. Et c'est lui qui dirige, tel un petit dictateur, la politique de la France en obéissant le petit doigt sur la couture du pantalon à Ursula von der Leyen ou au mondialisme américain. Donc, qu'attendre? Je ne sais pas. Par contre, il n'est pas du tout certain que les électeurs qui se sont rendus aux urnes vont se satisfaire de ce résultat mi-figue mi-raisin. Parce que, justement, le rejet de la politique de Macron, c'était à la suite de souffrances. On ne peut pas impunément demander à quelqu'un qui a déjà le dos cassé pendant des années à lever des charges lourdes de travailler encore quelques années supplémentaires, alors qu'il est déjà au bout du rouleau. On ne peut pas demander à la mère de famille qui a du mal à nourrir avec des aliments sains ses enfants. Au 15 du mois, elle ne peut plus remplir son chariot. On ne peut pas lui demander d'attendre encore.
On est passé à des niveaux de pauvreté incroyables et il n'y a pas besoin de faire de longues études. Il suffit de marcher dans les rues des grandes villes pour voir qu'il y a de plus en plus d'SDF. Il suffit de regarder le rapport de la Fondation Abbé Pierre pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la précarité. Il suffit de regarder le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur pour voir que la situation est catastrophique. Alors oui, nous on est là au quai Gilbert en train de prendre un petit café et on disserte de tout ça. On est bien nous là. Il y a des gens qui crèvent la dalle. Et ces gens-là, est-ce qu'ils auront la patience d'attendre? C'est pas du tout certain. Et ils crèvent la dalle. Et ça, à un moment donné, on ne peut rien y faire. Ce qui fait que ce ne sont pas les gesticulations politiques de droite ou de gauche qui vont les faire rentrer sagement à la maison quand ils seront sortis dehors et qui vont commencer à mettre le feu. Parce que faire rentrer les gens chez eux, c'est très difficile. Les faire sortir, ça prend du temps à La Réunion. Hein. Les Réunionnais sont extrêmement patients. Hein. Franchement, il y a des fois où je me suis dit ça va péter, puis non, ça ne pète pas. En fait, les Réunionnais, nous sommes extrêmement patients. Mais quand on est sorti, là, après, pour nous faire rentrer, c'est une autre affaire. Là, franchement, un peu plus difficile. Donc, moi, je ne vois vraiment pas d'un très bon œil cette majorité relative de tous ces partis politiques. Et je déplore, Franck, hein, que nos politiques n'entendent pas, qu'ils retrouvent leurs oreilles. Oui, mais ça, c'est un rêve, ça. En fait, ils vont là où le vent leur mène. Quand on voit Poudroux ou, comment il s'appelle, l'avocat Morel, qui tout d'un coup deviennent Rassemblement National. Non, mais c'est du n'importe quoi. Il y a une opportunité politique, le vent va à droite, hop, et eux, ils vont à droite. Et malheureusement, ils sont quasiment tous comme ça. Nous n'avons plus de politique véritablement ambitieux qui a un véritable projet pour la Réunion. Une véritable révolution pour pouvoir s'en sortir. On est toujours en train de discuter du sexe des anges, mais arrêtons, quoi. Il y a de réelles difficultés à La Réunion, que ce soit dans l'agriculture, dans l'économie, le nombre d'entreprises qui ferment, un taux de chômage incroyable. Il faudrait vraiment s'y atteler. A-t-on le temps d'attendre? Moi, je ne crois pas qu'on ait le temps d'attendre. Mais bon, ce n'est que mon avis. Factuellement, non, on n'a pas le temps d'attendre. Mais la réalité politique est différente. Alors moi, je suis un éternel optimiste sur ces sujets-là. Tu l'as vu pour les élections. Mon côté optimiste, c'est de me dire qu'à un moment donné, quel que soit le pouvoir, tu le dis toi-même, le pouvoir est prêt à tourner sa chemise quand il voit le vent tourner. Et je pense que là, le vent tourne un petit peu de partout. Tu vois, si tu parlais de cyclone tout à l'heure, il y a cet effet. On ne sait plus si le vent vient de droite, si le vent vient de gauche, mais le vent, il tourne. Hein. Donc, si le président, lui, n'en prend pas conscience, c'est non seulement grave, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, il y a que deux... Enfin, c'est très binaire, mais il n'y a que deux hypothèses. Ou, à un moment donné, il en prend acte. Et là, il y a un espoir de faire passer des petites réformes. Alors, peut-être une petite réforme sur le SMIC, peut-être une petite réforme par-ci, par-là, qui peut améliorer quand même quelque chose chez les gens, montrer qu'on prend une direction. Parce qu'il ne se passera pas rien, il se passera forcément même quelque chose. Ou il n'en prend pas acte. Et là, faut être très clair. Il a eu les gilets jaunes, il aura les gilets rouges ou ce qu'il voudra, mais il aura autre chose à la place. C'est sûr. Le RN, aujourd'hui, arrive en 3e position à l'Assemblée nationale. Le nombre de votants pour le RN, c'est 2 millions de plus que le nouveau Front Populaire au 2e tour des élections. En réalité, en voie stricte, le RN est écrasant. Premier parti de France, comme tu le dis. Donc la représentation qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la réalité des votes. Et même si on peut s'en satisfaire d'un certain point de vue, mais d'un point de vue tellement démocratique, ne pas en tenir compte de ces votes-là, c'est allumer le baril de poudre. C'est allumer le baril de poudre. Parce que dans le même temps, il y a des électeurs qui ont bien vu que leur député RN, il n'est pas passé pour 500 voix. Il y a des dizaines de députés, enfin, on va dire de prétendants RN, qui ne sont pas passés à quelques centaines de voix. C'est rien du tout. Autant dire que ça aurait pu diamétralement modifier l'Assemblée nationale. Donc,
Moi, je me satisfais de cette situation actuellement parce que je me dis que si c'était le RN majoritaire, ce serait pire, que c'était Macron, ce serait pire. Bon, maintenant, très clairement, malgré que je sois optimiste, oui, si on ne tient pas compte de cette réalité, comme disait Philippe tout à l'heure, l'électorat, pour moi, quel que soit l'électorat, c'est-à-dire que les gens qui vont vers la gauche sociale, c'est quand même qu'ils ont un besoin. Ils ont un besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont un besoin de pouvoir vivre décemment. Et beaucoup de gens qui votent RN, pas tous, parce qu'il y a aussi des fachos et des racistes au RN, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens en colère, il y a des gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, qui voter, qui ont une colère extraordinaire en eux. Si on ne les écoute pas un minimum, et si à un moment donné on ne leur permet pas d'améliorer d'une façon réelle et concrète leur vie, ils vont s'exprimer différemment. Si le bulletin de vote ne suffit pas, il y aura autre chose. C'est sûr et certain, on le sait tous. Ouais, vous avez tous les deux raison, hein. La vague est montée, la vague monte. C'est presque miraculeux qu'elle n'ait pas la majorité au moins relative. Quand je parlais de rupture, il faut infléchir la politique libérale telle qu'elle s'est présentée à nous depuis, je ne saurais même pas dire depuis quand, quoi, depuis 83. Oui, ça veut dire 83-84. Voilà, il y a un moment donné où il faut entendre et infléchir. Et en effet, c'est un rêve de penser qu'ils vont retrouver leurs oreilles. Maintenant, il y a d'autres moyens d'agir. Le problème est que les moyens d'agir, les corps constitués, comme on dit, les syndicats les ont tentés avec les lois travail adoptées sous Hollande, avec la loi sur les retraites. Ils ont pu fait descendre des millions de personnes dans la rue. On ne les a pas écoutés. Les corps non constitués, que ce qu'étaient les Gilets jaunes, ont montré qu'il y avait de la colère du peuple. Le problème de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que quand on fait le bilan à la fin, ça se traduit par une demande d'ordre et de sécurité. Avant d'arriver jusqu'au quai Gilbert, je me suis promené dans les rues de Saint-Paul, mais j'ai dû croiser 20 agents de sécurité, 30, 40, quoi. Il y a une demande forte de ça. Et hélas, c'est pas la solution. On le sait depuis le départ, quoi. Que l'ordre et la sécurité que nous promet Bardella, c'est plus de l'énervement ajouté à une détresse sociale qui peut faire des émeutes. Quand on voulait lutter contre les émeutes en France, il fallait envoyer de la police de proximité, il fallait envoyer des travailleurs sociaux, il fallait évidemment traiter le phénomène à la racine. C'est pas du tout ce que nous propose le Rassemblement national. Donc, Gilets jaunes dans la rue, on se prend de l'ordre et de la sécurité. Après, ça se traduit dans les votes par un vote plutôt qui va basculer vers le Rassemblement national. Et c'est évident, hein, Marine Le Pen le disait, la vague, elle monte, elle va finir par nous submerger. Donc, les politiques, visiblement, ne sont pas capables de prendre en considération leurs responsabilités, de faire une vraie politique sociale qui peut au moins atténuer la colère. À qui de le faire, quoi. Donc on peut parler d'une mobilisation citoyenne, d'une mobilisation syndicale, tant qu'il existe encore des syndicats. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire entendre notre voix, quoi? Si je le savais, Franck, je le ferais. Bon, d'une part, à Pangar, on n'a aucune ambition politique, on est vraiment des observateurs politiques et on ne frappe pas ni sur le Rassemblement national, ni sur la France insoumise, ni sous le PS. Par contre, on a un regard critique sur ce qui se passe et la responsabilité politique, elle est énorme. Maintenant, la réponse qui est apportée à la détresse populaire, elle n'est pas obligatoirement à la hauteur. Ce dont on se plaint principalement, le problème numéro un, c'est un problème de pouvoir d'achat. D'accord ? Tout devient plus cher. Tu parlais de 83 tout à l'heure. Moi, je me rappelle, dans les années 80, j'étais agent de maîtrise, j'étais pas cadre encore. J'avais une rémunération nette largement inférieure à celle que j'ai maintenant. Et pourtant, je vivais nettement mieux. Nettement mieux, je pouvais me payer des vacances. Je pouvais aller au restaurant quand je voulais, en étant agent de maîtrise. Donc, on a eu une perte du pouvoir d'achat énorme. Alors évidemment, l'électorat supposé du Rassemblement national ou de la France insoumise, ce sont les gens qui sont au SMIC. Donc on parle d'augmenter le SMIC. Mais ça fait hurler les petits chefs d'entreprise quand on parle d'augmenter le SMIC. Comment un petit chef d'entreprise fait pour payer quelqu'un à 1 600 €? Il n'a pas les moyens. Le nombre d'entreprises qui ferment est déjà colossal. Donc, c'est du pouvoir d'achat dont on doit parler, c'est pas du SMIC. C'est-à-dire que quand on voit le coût, par exemple, de l'énergie,
L'énergie, je rappelle quand même qu'en France, on est autonome sur le plan énergétique grâce au nucléaire. Mais c'est géré, mais alors cul par-dessus tête. Quand Macron arrive au pouvoir, il veut absolument descendre le nucléaire. Alors c'est sous la pression des lobbies allemands, des lobbies écologistes allemands. Il faut tuer le nucléaire, on va fermer Flamanville, etc. Alors qu'on est autonome par la volonté du général de Gaulle d'avoir développé le nucléaire. On est pour ou contre le nucléaire, c'est pas le problème. Factuellement, on était autonome et on vendait même de l'énergie aux pays européens environnants. L'énergie qui coûtait la moins chère d'Europe, eh ben non, il fallut casser le nucléaire. Ce qui fait qu'on a arrêté la filière nucléaire, on a arrêté de former des jeunes ingénieurs en nucléaire, et aujourd'hui on y revient. Parce que avec la destruction de Nord Stream 1, Nord Stream 2, la guerre en Ukraine, etc., on se rend compte qu'on a une certaine fragilité énergétique, et sans énergie, je vous invite à écouter Jean-Marc Jancovici, on ne fait rien. Parce que tout ce qu'on a autour de nous est fabriqué avec de l'énergie. D'accord ? Toute entreprise vit avec de l'énergie. Il n'y a pas que les boulangers avec leur four électrique. Tout, c'est de l'énergie. Donc sans énergie, on ne fait rien. La base économique, c'est d'abord l'énergie. Donc là, tout compte fait, on va, nucléaire, on va mettre des éoliennes. Et du coup, on va sur quelque chose d'écologique, etc. Mais jamais les énergies renouvelables ne vont être en mesure de fournir une énergie de la quantité que peut fournir le nucléaire. Et quand ils s'en rendent enfin compte, eh bien là, ok, on relance le nucléaire. Mais le nucléaire, ça ne se relance pas comme ça. C'est-à-dire que pour former un ingénieur dans le nucléaire, ou même un ouvrier spécialisé, quelqu'un qui va souder des tuyaux, par exemple, ce sont des soudures qui sont extrêmement précises, ce sont des ouvriers spécialisés qui sont payés à 3 000 €. Ce sont des gens extrêmement qualifiés, on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, on ne remonte pas une industrie comme ça. L'armement, pareil, tout d'un coup, il se réveille, il faut réarmer la France. Bah oui, mais on ne fabrique pas des tanks comme ça parce qu'on l'a décidé. La moitié du parc des hélicoptères français est en panne parce qu'ils font de la cadavérisation. Ils récupèrent des pièces sur un hélicoptère pour mettre sur un autre. Les chars Leclerc, c'est pareil. On a une armée qui est moribonde. Et là, il va aller provoquer Poutine. Non, mais c'est un charlot. Donc, il n'y a aucune vision sur ce qu'il faudrait vraiment faire. Sauf que le peuple, lui, il n'a pas le temps d'attendre, là. Il faudrait vraiment qu'on ait, pour la Réunion, parce que soyons un petit peu égoïstes, parlons Réunion. Nous avons besoin à la Réunion d'une politique ambitieuse pour la Réunion. 80% de ce que l'on mange à la Réunion vient du territoire français. Il faudrait peut-être qu'on se bouge. On est quand même capable de planter des carottes et des oignons. On n'est pas obligé de les acheter en Australie ou en Chine. Par contre, il faut une volonté politique. Parce qu'effectivement, si un planteur réunionnais plante des carottes ou des oignons, ça va arriver sur le marché beaucoup plus cher que des oignons d'importation. Or, on a encore un levier économique. On a l'octroi de mer. On a cette possibilité législative qui nous permet de limiter ou de taxer les aliments de l'extérieur, et on a la possibilité des subventions. Une subvention, c'est profondément inégalitaire. Quand on aide la culture, par exemple, c'est parce qu'on pense que la culture est essentielle à notre société. Donc on donne de l'argent à des gens pour nous amuser, pour nous distraire, pour nous instruire. Donc une subvention, bien sur le long terme, pas un one-shot comme on fait d'habitude à chaque fois qu'il y a un cyclone. Non. Assurer véritablement aux agriculteurs qu'ils pourraient, sur une dizaine d'années, avoir véritablement une vision sur leur production, eh bien, ça serait vraiment très très bien. Il y a des choses à faire qui sont de l'ordre des Réunionnais, des politiques réunionnais. Mais à mon sens, on manque d'ambition. Et ça dépasse largement le cadre de ce qui se passe sur le plan des élections législatives. L'ambition réunionnaise a disparu. Et pourtant, on a connu des Réunionnais ambitieux et qui ont véritablement fait évoluer la Réunion. La Réunion, à un moment donné, c'était vraiment un territoire pilote dans l'océan Indien. Actuellement, on ne fait que des choses qui ont déjà été expérimentées par ailleurs, à part peut-être la route du littoral. Mais bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures, parce que quand on voit ce que ça a donné. Mais tu vois, ces projets ambitieux n'existent plus. Enfin, je sais pas, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas obligatoirement le sujet.
Ouais, du coup, là, on est parti plus sur le volet économique. C'est vrai que sans économie, il n'y a rien qui marche dans un monde libéral. Donc, ça, soyons clairs. Pour moi, il y a plusieurs sujets à La Réunion. Premier sujet, là, les derniers chiffres qui sont sortis de défaillance d'entreprise sont alarmants. Sur le territoire, c'est alarmant. C'est extrêmement grave. On n'en parle nulle part. Nulle part. Je pense que je vais faire un papier dessus d'ailleurs. Mais parce que c'est extrêmement grave. Donc on a un taux de défaillance qu'on n'a jamais vu dans une situation qui pourtant ne mériterait pas un tel taux de défaillance. C'est-à-dire qu'en fait on a une agrégation de problématiques. Une agrégation. Le coût de l'énergie a explosé. Hein. Sur 3 ans, c'est phénoménal. Donc pour des entreprises, c'est hyper impactant. On a évidemment le coût social qui rentre en ligne de compte, parce que même si aujourd'hui les salaires ne sont pas très élevés, mais salaires chargés, ça, au bout d'un moment, ça fait quand même une somme. Et on en sait quelque chose. Et après, il y a toute la problématique d'accompagnement, formation. Tu parlais de subventions. Le problème ici, c'est qu'en ce moment, on dort sur des acquis. On dort sur des acquis. Donc, il y a telle entreprise qui, depuis X temps, fonctionne comme ça, mais il n'y a pas de programmation de développement. Il n'y a pas de mise en recherche. On est sur une espèce de statu quo, et sans évolution, sans perspective. Et finalement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dégrade ou qui va mal, c'est impactant immédiatement, sans avoir de solution pour pouvoir se projeter et avancer et pallier à ces défaillances. Donc ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'on est sur une pente très glissante. Hein. Parce que déjà qu'on a un taux de chômage très élevé, un taux de pauvreté très élevé, si demain on se retrouve en plus à avoir des entreprises, donc avoir encore plus de monde sur le marché de l'emploi, encore plus des prix qui montent, parce qu'on va se retrouver aussi avec un différentiel concurrentiel. Donc moins il y a d'entreprises, moins il y a de concurrence, plus les prix montent. Donc tout ça, ça joue contre la Réunion, contre le Réunionnais. Et ça va jouer pour les groupes, les Ayotte et compagnie, qui eux viennent après, se servent dans la casse, prennent ce qui les intéresse, et là, eux, ils vont dégager de la marge dessus. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça inquiétant. Il y a de plus en plus d'acteurs économiques extérieurs. On l'a vu avec Run Market, hein, c'est Maurice. On le voit avec Ayotte, les Caraïbes. D'acteurs extérieurs qui, en fait, investissent le territoire réunionnais et indirectement au détriment des Réunionnais. Comment se fait-il qu'à La Réunion, aujourd'hui, il n'y ait pas cette volonté politique, cet engagement économique de porter l'économie locale? Tu parlais de l'agriculture. Tout le monde sait, alors je ne vais pas me faire que des amis en parlant de ça, mais tout le monde sait qu'on a un souci avec la canne, qui occupe un espace énorme agricole, qui vit de la subvention, qui sur certains endroits peut être tout à fait justifié en termes de production, mais qui dans un modèle économique aujourd'hui n'est plus forcément le meilleur. Et on sait que si on veut développer réellement certaines terres agricoles, il va falloir dégager de la canne pour les mettre, ces terres agricoles. On le sait. Mais comment dire à un cannier aujourd'hui, dégage ta canne, mets des carottes, mets des choux, je sais pas quoi, si derrière, il n'est pas accompagné? Si derrière, il a l'assurance de rien? S'il n'a pas un prix, par exemple, fixé sur 10 ans? Pourquoi est-ce qu'il changerait? Il n'a aucune raison de le faire. Aucune. Donc effectivement, on se retrouve, il y a eu un cyclone, il n'y a plus de salade pendant 3 semaines. Il y a des inondations là-bas, là, c'est les tomates qu'on n'a plus, etc., etc. Et on les fait venir de pays qui ne respectent même pas les mêmes normes environnementales que nous. Et donc on autorise le consommateur réunionnais à manger des produits chimiques qui sont interdits ici. C'est la réalité. Donc c'est au détriment de son portefeuille, au détriment du développement du territoire, au détriment de son indépendance alimentaire, ce qui est quand même la base de la base d'un territoire, et au détriment, in fine, de sa santé. Donc je pense que les politiques réunionnais, là on l'a bien vu sur les législatives, ils sont raccrochés sur le programme national, mais c'est vrai que ça fait quand même bien longtemps, à part éventuellement un petit peu régional, mais quand même, c'était pas terrible, mais on n'entend plus vraiment parler d'un développement territorial, d'un maillage territorial. Donc on a le maire qui va dire dans ma commune, moi je veux faire ça. On a après chaque interco qui va dire, nous on fait ça, mais en fait, il n'y a pas de maillage. On ne travaille pas ensemble, on ne cherche pas à co-construire. Et ça, par contre, je pense, ça participe énormément à la réunion, au vote RN1. Pour moi, c'est vraiment l'engagement majeur.
Bien sûr, et le vote RN ne donnera pas la solution parce qu'il se rapporte à une politique nationale, je dirais même nationaliste. Voilà, c'est ça. Quand on a sur les affiches Le Pen, Bardella, c'est pas eux qui vont faire la conférence territoriale que les Réunionnais attendent depuis longtemps, qu'on leur promet depuis longtemps. La solution dont vous parlez, c'est une conférence territoriale. C'est qu'on soit capable de mettre un petit peu en sourdine les querelles de clochers pour se dire on est une réunion, on est un territoire, est-ce qu'on est un peuple? C'est la grande question qu'on se pose à la conférence des 1000. Mais disons qu'on est quelque chose en devenir, quoi. Hein. Dans l'absolu, la Réunion, elle est à 10 000 km de Paris et elle est à 800 km de Tananarive, quoi. Hein. Donc réussir à se recentrer dessus. Mais voilà, retrouver la proximité, c'est peut-être ça aussi quand je parlais d'écoute. C'est de se dire, trouvons une solution ensemble, écoutons-nous. Et je crois qu'on se trompe, que même quand moi je me trompe, quand j'ai une vision trop internationale de la montée du fascisme. Certes, il fallait traiter les responsables du Rassemblement national de fachos, faire attention aux risques fachos. Mais là, il faut arrêter de les regarder eux. Eux, on sait qu'ils sont fachos. Il faut maintenant regarder leurs électeurs, les gens qui ont voté pour eux, et les écouter, comprendre pourquoi ils ont voté pour eux. Ces gens-là sont, désolé, ils sont pas fachos, ils sont pas racistes, ils sont simplement en détresse et ils ont besoin de dire quelque chose. Donc l'heure est peut-être venue d'aller passer dans les bourgs et dans les tours, comme il disait François Ruffin, pour comprendre fondamentalement ce que les gens attendent, remonter de manière citoyenne leurs paroles, pour réussir peut-être à monter cette conférence, cette conscience réunionnaise de se dire, allez, trouvons une solution de notre côté. Ce que les Réunionnais veulent, c'est très facile, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Ça a été exprimé pendant les Gilets jaunes. Ça a été exprimé pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Ça a été exprimé à chaque fois. Et les politiques le savent. Mais par contre, est-ce qu'ils veulent véritablement s'atteler au problème? Et qui en parle? Eh ben, le Rassemblement national. Parce que moi, j'habite pas Fayard. Mais ceux qui habitent Fayard, ils le disent, hein, c'est invivable. Et là, c'est pas une question de racisme, c'est une question de sécurité. Qu'est-ce qu'on a fait à Fayard ou dans d'autres quartiers de la Réunion pour laisser monter autant un climat malsain? Alors, c'est pas une politique sécuritaire qu'il faut mener. Il faut vraiment voir le problème à la base. Je sais pas, il faut vraiment... Il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'assistance aux familles. La plupart de ces familles sont monoparentales, etc. J'ai pas la solution, en fait, c'est vraiment plurifactoriel tout ça. Il suffit pas de rajouter 15 mecs armés dans un commissariat, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Alors effectivement, il faut tout de suite éteindre l'incendie. Éteindre l'incendie, c'est peut-être aussi créer des places de prison. Parce qu'un jeune qui fait un doigt d'honneur après avoir été par le flic, le lendemain, il lui fait un doigt d'honneur en passant devant lui, parce qu'il est passé en comparution immédiate, il n'y a pas de place dans la prison, et puis il n'y a pas véritablement de solution pour lui. Donc le gars, il repasse devant, il va refaire exactement la même chose. Donc ça, il faut arrêter ça. Mais la prison n'est pas la solution. Hein. Il faut vraiment avoir une politique de la ville, avec revenir avec une police de proximité, etc. Toutes ces solutions-là sont à réinventer. Hein. Il faut vraiment tout repenser. Est-ce que c'est rejeter les Mahorais dans des kwassa-kwassa, on leur demande de rentrer à Mayotte? Non, tu vois, on en est là, quoi, au niveau de la réflexion. Il ne faut pas laisser au Rassemblement national ou à quelque extrême que ce soit la liberté de dire n'importe quoi. Il faut que les vrais politiques, ceux qui se soucient réellement de la situation, s'attaquent au problème
plutôt que de mettre la poussière sous le tapis. Jusqu'à présent, on a tendance à mettre la poussière sous le tapis et à laisser certaines personnes exprimer des idées nauséabondes. Donc, il faut s'attaquer au problème. Et la gauche, de manière générale, ne s'est pas attaquée au problème. Si je suis pour la paix, ça veut dire que je suis pro-Poutine. Si je veux développer mon pays, la France, ça veut dire que je suis nationaliste, à la rigueur, je suis même nazi. Si je veux développer la Réunion, ça veut dire que je suis indépendantiste. Il faut arrêter avec toutes ces caricatures-là. Il faut que le bon sens reprenne le dessus et qu'on regarde les problèmes véritablement là où ils sont et que l'on s'attaque avec eux de manière mesurée, mais raisonnable. Ce n'est pas avec des paroles comme Sarkozy avait dit, on va passer un coup de Karcher dans les cités, où qu'il est son Karcher, il est là, rien n'a été fait. On est dans de la communication, dans du blabla, mais on ne s'attaque pas au problème de fond, tu vois. Et s'attaquer à un problème de fond, ben en fait, ça se voit pas. Ça se voit pas au niveau de l'électorat, parce que ce sont des plans sur 10, 15 ou 20 ans. Donc ça ramène pas des voix aux prochaines élections, ça. Et c'est vrai que la politique telle qu'elle est menée actuellement, eh bien, il faut être vu dans les caméras en inaugurant ceci ou cela. Il faut parler fort, il faut invectiver l'adversaire, sortir la petite phrase assassine. Et comme ça, là on est quelqu'un, tu vois, qui occupe le terrain. Mais la vraie politique, celle qui consiste à aider la population, aider l'économie, aider la société, et bien ça rapporte plus de voix, ça c'est complètement dépassé. Juste revenir sur la première partie de ton propos, je voulais ajouter, tu as parlé tout à l'heure de pouvoir d'achat par exemple. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait par exemple pour l'habitat, le logement à La Réunion ? Parce qu'on parle justement de pouvoir apporter des solutions, mais les solutions en fait elles sont multifactorielles. Ça fait en gros 20 ans ou 25 ans, voire 30 que le libéralisme, le néolibéralisme, l'ultralibéralisme détruisent tout ce qui a valeur sociale. Donc c'est pour ça même à la limite qu'on ne sait même plus par où attaquer le petit bout, parce qu'il y a tellement de choses à faire et à reconstruire aujourd'hui, que ce soit même au niveau de la sécurité, de l'accompagnement, de la famille, de l'éducation. En fait, tu peux prendre presque chaque poste, la santé, etc. Il y a tout à refaire en fait. Il y a tout à refaire. Mais ici à La Réunion, un jeune, on lui dit, allez, passe un diplôme. Papa, maman va payer pour lui, peut-être même il va devoir partir. D'accord ? Donc ça coûte de l'argent. Il va partir, il fait ses études, il revient. Il revient ici, il va trouver un boulot. S'il a de la chance. S'il a de la chance. D'accord ? Parce qu'on a 300 marmailles comme lui, il va envoyer un CV. Et lui, allez, ça y est, c'est lui, il est pris. Déjà, rien que ça, c'est super. Son salaire, quel que soit son niveau, hein, sans expérience, de base, son salaire, il va tourner entre le SMIC et 1600 €. Je leur dis comment tu trouves un logement si tu habites seul avec un salaire comme ça. Donc déjà de base, quel avenir tu donnes à un jeune quand tu lui expliques que tu vas travailler, tu vas faire des efforts, tu vas avoir un diplôme, tu vas être quelqu'un, tu vas avoir un boulot, tu peux même pas juste avoir la base de la vie, c'est-à-dire un logement, payer tes charges. Tu ne peux pas. Bah, après, tu sais, ça cause, hein, les jeunes entre eux, les familles, tout le monde voit tout le monde. Hein. Quand tu vois ton cousin, ton frère, etc., qui est en galère, ben toi, quel intérêt tu as de continuer l'école ? Quel intérêt tu as de te dire, allez, je vais chercher un travail ? Même ça, rôder dehors. Hein. Non, mais ça fait partie du vecteur social. Donc, en réalité, cette destruction sociale par ce souci de logement, et on peut dire aussi, ce souci de logement n'est pas dû que à la crise logement elle-même, c'est aussi dû à l'apport des oreilles comme nous, c'est aussi dû au tourisme qui est mal géré, etc., etc. Bah, ce souci-là, après, forcément, tu as des gens qui vont aller voter RN. Il y en a qui vont voter RN parce qu'ils en ont ras-le-bol, pas pouvoir se loger, machin truc. Il y en a qui vont aller voter RN parce que ces jeunes qui traînent, machin, en déshérence, ça les met en insécurité, même s'ils font rien, mais ils se sentent en insécurité, ils vont voter RN. Il y en a marre, il faut qu'ils travaillent, ils sont assistés. Bah oui, mais non. C'est juste que ils n'ont plus de vision, de capacité, de possibilité. Et c'est ça, entre guillemets, qui me fait peur dans tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en réalité, le chantier, il n'est pas petit. Le chantier,
immense. Juste même à La Réunion, il est colossal. Donc si, à un moment donné, devant, on va dire, ce travail à mener, nos politiques ne prennent pas le taureau par les cornes et ne se disent pas, là, on a un plan quinquennal, on a un plan décennal, on va travailler sur telle et telle chose, et on amène petit à petit ces progrès. Bah, après, tu sais, c'est le problème de la spirale, c'est que tant que tu es dans une spirale, tu ne peux faire qu'en descendre, ou si tu te fais que monter, tu peux encore monter. Là, aujourd'hui, on ne fait que descendre depuis 20 ans, donc si c'est pas stoppé, comment ça peut finir? Merci. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, ça va être la question qu'on va poser la semaine prochaine. Comment ça peut se finir? On se retrouve pour un prochain CAV Piment la semaine prochaine ou la semaine d'après. Merci de nous avoir suivis. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.